Tu n'es pas invité, Laura ne veut pas de toi là-bas, m'a envoyé un texto froid de ma famille, après que j'ai financé leur. Je suis Kimberly, j'ai 34 ans, et je me souviens encore de regarder mon téléphone, incrédule. Tu n'es pas invité. Laura ne veut pas de toi là-bas, disait le message de ma famille. Mes doigts tremblaient pendant que j'assimilais ces mots froids. Seulement 3 mois plus tôt, j'avais vidé mon compte d'épargne pour financer le lieu de mariage de rêve de mon frère, $25 000, de l'argent que j'avais économisé pendant des années. La trahison était plus blessante que n'importe quel couteau. Comment ont-ils pu prendre mon argent et ensuite m'exclure? Avant de poursuivre cette histoire déchirante, dites-moi d'où vous regardez, et appuyez sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà ressenti la douleur cuisante de la trahison familiale. Ayant grandi dans un quartier de classe moyenne du Michigan, j'ai été la première personne de ma famille à aller à l'université. Mes parents travaillaient sans relâche pour subvenir à nos besoins, mais il n'y avait jamais beaucoup de surplus. Mon frère, Kyle, et moi partagions tout, des jouets au secret. Nous étions inséparables en grandissant, finissant souvent les phrases l'un de l'autre et nous défendant farouchement à l'école. Quand je suis parti pour l'université, Kyle m'appelait tous les dimanches soirs sans faute, impatient d'entendre parler de mes nouvelles expériences et de partager ses aventures de lycéen. Nos parents ont rencontré des difficultés financières il y a environ 5 ans, quand papa a été licencié de l'usine de fabrication où il avait travaillé pendant 27 ans. Maman a pris des quarts de travail supplémentaires à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière, mais leurs économies pour la retraite en ont pris un coup significatif. Je m'inquiétais constamment pour eux pendant cette période, appelant plus souvent à la maison et envoyant de l'argent quand je le pouvais. Pendant ce temps, ma propre carrière était florissante. Après avoir obtenu un diplôme en finance, j'ai décroché un poste dans un cabinet d'analyse financière prestigieux à Chicago. Grâce à un travail assidu et à des nuits tardives, j'ai gravi les échelons de l'entreprise plus vite que je ne l'avais prévu. Chaque promotion apportait non seulement un salaire plus élevé, mais aussi un profond sens de responsabilité envers ma famille. Je ne réussissais pas seulement pour moi, je réussissais pour nous tous. Tout a changé il y a 3 ans, lorsque Kyle a rencontré Laura lors d'un barbecue chez un ami. Il m'a appelé ce soir-là, inhabituellement animé, la décrivant comme « la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée ». En 6 mois, ils étaient fiancés. J'ai pris l'avion pour rentrer pour leur fête de fiançailles et j'étais sincèrement heureuse de rencontrer la femme qui avait ravi le cœur de mon frère. Laura était indéniablement belle, avec des cheveux auburn parfaitement coiffés et un sourire chaleureux qui semblait illuminer la pièce. Au début, nous nous entendions à merveille. Nous allions faire du shopping ensemble quand je venais, et elle m'appelait de temps en temps pour me demander conseil sur des conflits au travail ou des questions familiales. J'avais l'impression de gagner une sœur, chose que j'avais toujours voulu. Mais des changements subtils ont commencé à se produire environ 1 an après le début de leur relation. Les appels de Kyle sont devenus moins fréquents. Lorsque nous parlions, Laura était presque toujours présente, répondant souvent aux questions qui lui étaient adressées ou orientant la conversation dans différentes directions. Lors des réunions de famille, j'ai remarqué comment elle corrigeait subtilement les histoires de Kyle ou l'interrompait en disant « ce que Kyle veut vraiment dire, c'est… ». Le plus inquiétant était la rapidité avec laquelle mes parents sont tombés sous le charme de Laura. Maman a commencé à consulter Laura pour tout, des projets de vacances aux décisions médicales. Papa, qui avait toujours été quelque peu réservé, s'animait désormais avec enthousiasme en présence de Laura, riant à toutes ses blagues et s'en remettant à ses opinions. C'était comme s'ils avaient trouvé la fille qu'ils avaient toujours voulu, celle qui n'était pas partie pour l'université et une carrière dans une grande ville. J'ai essayé de maintenir l'harmonie, réprimant l'étrange jalousie que je ressentais lorsque Laura faisait référence à des blagues entre eux dont je ne faisais pas partie. Je me disais que c'était merveilleux que ma famille l'ait accueillie si complètement. Pourtant, je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'à chaque visite à la maison, je devenais de plus en plus une étrangère. Le dernier Thanksgiving a parfaitement illustré cela. J'avais pris 3 jours de congé pour rentrer à la maison, excité à l'idée de partager la nouvelle de ma récente promotion. Alors que nous étions réunis autour de la table du dîner, j'ai commencé à parler à tout le monde de mon nouveau poste. Au milieu de mon histoire, Laura m'a interrompu avec une annonce concernant la grossesse d'une voisine. Mes parents ont immédiatement déplacé leur attention, posant à Laura des dizaines de questions sur cette femme que je n'avais même jamais rencontrée. Ma nouvelle a été oubliée, mon enthousiasme dégonflé. Plus tard dans la soirée, alors que j'aidais maman à faire la vaisselle, j'ai mentionné gentiment que je m'étais senti ignoré au dîner. Maman a semblé sincèrement surprise. « Oh, ma chérie, nous entendons toujours parler de tes succès », a-t-elle dit en me tapotant la main.
Laura n'a presque jamais l'occasion de partager les nouvelles de son quartier. J'ai hoché la tête et changé de sujet, mais un nœud s'est formé dans mon estomac. Jason, mon petit ami depuis 2 ans, a remarqué le changement dans la dynamique de ma famille immédiatement après cette visite de Thanksgiving. Alors que nous retournions à l'aéroport, il a observé attentivement, ta famille te traite différemment quand Laura est là. C'est comme si tu devenais invisible. J'ai rejeté son inquiétude, expliquant que les familles évoluent et que je devais m'adapter. Mais ces mots sont restés, la première reconnaissance que ce que je vivais n'était pas juste dans ma tête. Malgré ces tensions croissantes, je suis resté déterminé à rester connecté à ma famille. Ils étaient mes racines, mon histoire. Je programmais des appels vidéo réguliers, envoyais des cadeaux attentionnés et planifiais des visites chaque fois que possible. Je croyais qu'avec suffisamment d'efforts et d'amour, l'étrange distance que je ressentais pouvait être comblée. Je n'avais aucune idée à quel point je me trompais. La crise du lieu de mariage a commencé par un appel vidéo inattendu un mardi soir de janvier. Les visages de Kyle et Laura ont rempli mon écran, tous deux semblant inhabituellement sérieux. Après quelques banalités, Kyle a expliqué qu'ils étaient tombés amoureux d'un nouveau lieu de mariage, un manoir historique avec de vastes jardins et une vue sur le lac. Leur lieu d'origine, une charmante grange locale, semblait soudainement inadéquat par rapport à cet endroit de rêve. Le seul problème, a interjeté Laura, la voix teintée de déception, c'est qu'il coûte $20 000 de plus que ce que nous avions budgété. Nous avons économisé tout ce que nous pouvions, mais ce n'est tout simplement pas assez. Kyle a hoché la tête solennellement. Nous avons pensé à réduire nos plans, mais cet endroit est parfait. Il n'y a qu'une seule date de disponible cette année, et nous devons décider d'ici la semaine prochaine. Je pouvais voir l'espoir dans les yeux de mon frère et autre chose dans ceux de Laura, une attente. Il n'avait pas directement demandé de l'aide, mais l'implication flottait lourdement dans l'air. 3 jours plus tard, une réunion de famille a été convoquée par chat vidéo. Mes parents semblaient mal à l'aise lorsque papa a expliqué leur situation. Nous aimerions pouvoir aider pour le lieu, les enfants. Votre mère et moi avons examiné nos comptes 3 fois. Entre l'aide pour la fête de fiançailles et les paiements actuels pour le mariage, nous n'avons tout simplement rien de plus à donner. Le visage de Laura s'est décomposé de façon spectaculaire. Je comprends, a-t-elle dit, bien que son ton suggère le contraire. Je suppose que certaines familles ont des priorités différentes. Les parents de ma cousine Jessica ont réhypothéqué leur maison pour son mariage. Maman a semblé accablée par la comparaison, et papa a baissé les yeux sur ses mains. Après la fin de l'appel, je suis resté assise dans mon appartement, des feuilles de calcul ouvertes sur mon ordinateur portable. J'avais économisé assidûment pendant des années pour un acompte sur un appartement, pour ma sécurité future. $25 000 épuiserait la plupart de mes économies, mais je pouvais m'arranger. Kyle avait toujours été là pour moi, et c'était son grand jour. Je voulais qu'il ait tout ce dont il rêvait. Le lendemain matin, j'ai appelé Kyle quand je savais que Laura serait à son cours de yoga. Je veux aider pour le lieu, lui ai-je dit. Je peux couvrir la différence $25 000 pour inclure une marge pour tout autre coût imprévu. Il y a eu un silence au bout du fil pendant un moment. Kim, tu es sérieuse? La voix de Kyle s'est brisée. C'est assez trop. Nous ne pouvons pas accepter ça. Vous le pouvez, et vous le ferez, ai-je insisté. Tu es mon seul frère, et je veux que ta journée soit parfaite. Considérez cela comme un investissement dans ton bonheur. La gratitude de Kyle était écrasante. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour nous. Tu seras notre invité d'honneur. Plus que ça, tu feras partie de tout. Cela n'arriverait pas sans toi. Cet après-midi-là, je suis allé à ma banque et j'ai initié le virement. La banquière a légèrement haussé les sourcils en traitant le retrait. C'est une part importante de vos économies, a-t-elle noté professionnellement. Êtes-vous sûr de vouloir procéder? J'ai hoché la tête avec confiance, bien que mon estomac se soit noué d'un doute momentané. Ce soir-là, Jason et moi étions assis sur notre canapé, des boîtes de plats à emporter étalées devant nous, alors que je lui parlais de ma décision. Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. $25 000, Kim? C'est la majeure partie de ton fonds pour l'appartement. Je sais, ai-je reconnu, mais c'est pour Kyle. Tu aurais dû entendre à quel point il était heureux. Jason a posé sa fourchette. Je ne remets pas en question ta générosité. J'espère juste qu'ils apprécient ce que cela signifie pour toi. C'est un sacrifice énorme. Quand Laura a finalement appelé pour me remercier,
sa gratitude semblait répétée et brève. C'est tellement généreux de ta part, a-t-elle dit, sa voix manquant de l'émotion à laquelle je m'attendais. Kyle me dit que tu veux être impliqué dans l'organisation. C'est gentil, mais ne te sens pas obligé. L'organisation est stressante, et tu es si occupé par ton travail. Plus tard cette semaine-là, je suis passé à leur appartement pour déposer des magazines de mariage que j'avais achetés. À travers la porte entr'ouverte, j'ai entendu Laura parler à quelqu'un au téléphone. Sa sœur essaie de tout prendre en main maintenant qu'elle paie pour ça, disait-elle. J'apprécie l'argent, mais je n'ai pas besoin d'un autre avis sur tout. Quand j'ai confronté Kyle à ce sujet plus tard, il a semblé embarrassé mais évasif. Laura est juste stressée par toutes les décisions. Elle ne le pensait pas. Elle est vraiment reconnaissante de ton aide. Nous le sommes tous les deux. J'ai choisi de le croire, mettant de côté mon malaise. Pourtant, en rentrant en voiture, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé. Les séances de planification enthousiastes que j'avais imaginées semblaient peu probables. Pourtant, je me suis dit que l'important était de donner à Kyle le mariage de ses rêves. Mon implication était secondaire. Ce que je ne réalisais pas alors, c'est que je n'avais pas seulement signé un chèque, j'avais par inadvertance acheté une place aux premières loges pour ma propre exclusion de ma famille. La première session de planification du mariage m'a rempli d'excitation. Laura avait créé un groupe de discussion intitulé « Équipe mariage de rêve » qui m'incluait, ainsi que sa mère, mes parents et ses deux demoiselles d'honneur. Nous nous sommes rencontrés dans un café local, où Laura a distribué des classeurs à code couleur contenant des chronologies, des photos d'inspiration et des fiches de budget. J'étais impressionné par son organisation et j'ai feuilleté avec impatience les documents, griffonnant des idées dans les marges. Ces centres de table sont magnifiques, ai-je commenté, en montrant un arrangement de roses et de gypsophile. Le fleuriste que j'ai utilisé pour le gala de mon entreprise l'année dernière pourrait créer quelque chose de similaire, probablement à un prix réduit. Laura a souri d'un air pincé. C'est gentil, mais j'ai déjà parlé avec un fleuriste qui se spécialise exactement dans ce que nous voulons. Elle est rapidement passée à la discussion des options de traiteur. Le schéma s'est poursuivi au cours des semaines suivantes. La deuxième réunion de planification a été reportée à un mardi à 14 h, en plein pendant ma réunion hebdomadaire importante avec les parties prenantes, ce que Laura savait. Quand j'ai envoyé un message pour dire que je ne pouvais pas venir, la réponse a été un simple « pas de souci, nous te tiendrons au courant plus tard ». Mais la mise à jour promise n'est jamais arrivée. Au troisième mois de planification, les décisions étaient prises sans aucune contribution de ma part. Les couleurs du mariage sont passées du bleu et argent au bordeaux et or, le groupe a été remplacé par un DJ, et le design du gâteau est passé du traditionnel au moderne. J'ai appris chaque changement par le biais de publications sur les réseaux sociaux ou de mentions désinvoltes lors d'appels familiaux. Un samedi, j'ai conduit 3 heures pour assister à ce que je pensais être une session de planification majeure pour les décorations du lieu. J'avais pris le temps de créer un tableau de présentation avec des idées qui compléteraient l'architecture historique du manoir tout en intégrant le style personnel de Kyle et Laura. Quand je suis arrivé, Laura a semblé surprise de me voir. Oh, Kimberly, je pensais t'avoir dit que nous avions reporté à demain. Sa voix était pleine d'excuses, mais ses yeux ne montraient aucun remords réel. En fait, nous avons finalisé la plupart des décisions de décoration la semaine dernière. Ta mère a eu de merveilleuses idées que nous allons utiliser. Je suis resté dans leur salon, mon tableau de présentation me semblant soudainement enfantin et inutile. La semaine dernière ? Je ne savais pas qu'il y avait une réunion la semaine dernière. C'était impromptu, a-t-elle expliqué, jetant un coup d'œil à sa montre. Écoute, pourquoi ne te joins-tu pas à nous pour le dîner ce soir à la place ? Moins stressant que de parler mariage, de toute façon, n'est-ce pas ? Mes tentatives de contacter Kyle seul sont devenues de plus en plus difficiles. Il était toujours en retard à nos rendez-vous pour un café, où Laura se joignait à nous de manière inattendue. Quand je réussissais à avoir un moment seul avec lui et que je lui faisais part de mes inquiétudes de me sentir exclu, il devenait sur la défensive. « Tu es trop sensible, Kim », a-t-il dit lors d'une de ces conversations. Laura est sous beaucoup de pression. Le mariage de ses rêves se concrétise, et elle essaie de gérer les avis de tout le monde. Tu es toujours une partie importante de tout ça. Mais je ne l'étais pas, et les preuves s'accumulaient de jour en jour. Lors d'un désaccord mineur sur le plan de table, où j'avais suggéré de séparer deux parents en conflit, ma mère a pris le parti de Laura de manière inattendue. Ma chérie, Laura a une vision de la façon dont cela devrait fonctionner.
Elle y a vraiment réfléchi. Papa, qui avait toujours été mon champion en grandissant, s'en remettait maintenant systématiquement aux opinions de Laura. Laura sait ce qu'il y a de mieux, est devenue sa réponse standard à toute question liée au mariage que je soulevais. L'isolement croissant m'a poussé à me confier à mon amie d'université, Rebecca, lors d'un déjeuner. Alors que je décrivais la situation, des larmes que je ne savais pas que je retenais ont coulé sur mes joues. « Kim, est-ce que tu t'entends » a demandé Rebecca doucement. « Ils ont pris ton argent, et maintenant ils te mettent de côté. Tu es manipulé et utilisé. » J'ai essuyé mes larmes rapidement. C'est trop dur. Ils ne le font pas délibérément. C'est juste le stress du mariage et, je ne sais pas, la dynamique familiale qui change. Rebecca a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Ma chérie, je sais que tu aimes ta famille, mais ce n'est pas juste. 25 000 $, ce n'est pas un petit cadeau. Au minimum, ils devraient te traiter avec respect et t'inclure. J'ai rejeté ces inquiétudes, bien qu'elles fassent écho à mes propres pensées cachées. Ma famille ne m'utiliserait pas. Il devait y avoir des explications raisonnables à tout cela. La fête prénuptiale en avril a cristallisé mon statut d'étrangère. Organisée chez la mère de Laura, c'était une affaire élégante avec du champagne, des petits sandwichs et des cadeaux personnalisés. Je suis arrivé tôt pour aider à installer, mais les demoiselles d'honneur de Laura, Grace et Tiffany, arrangeaient déjà tout selon un plan détaillé que je n'avais pas vu. Quand les invités sont arrivés, j'ai remarqué que chaque femme portait un corsage spécial, sauf moi. Pendant la cérémonie d'ouverture des cadeaux, la mère de Laura a prononcé un discours touchant remerciant tous ceux qui avaient contribué à rendre le mariage spécial. Mon nom n'a pas été mentionné, bien que ma contribution ait été de loin la plus importante. En rentrant chez moi ce soir-là, un vide s'est creusé dans ma poitrine. La vérité que j'avais évitée s'est cristallisée avec une clarté tranchante, je n'étais plus une figure centrale dans la vie de mon frère. Plus troublant encore, toute ma famille s'était réalignée avec Laura au centre et moi à la périphérie. Ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi. Que avais-je fait pour mériter cet effacement progressif ? Le moment définitif de la trahison est arrivé de manière inattendue un mardi après-midi pluvieux. Je m'étais arrêté chez mes parents pour déposer un cadeau d'anniversaire pour mon père quand j'ai remarqué une pile d'enveloppes sur le comptoir de la cuisine. L'adresse de l'expéditeur indiquait les noms de Kyle et Laura, et je les ai immédiatement reconnus comme des invitations de mariage. La curiosité mêlée d'excitation m'a poussé à en prendre une, me demandant à quoi ressemblait le design final après des mois de planification. Ma mère est entrée alors que j'admirais l'élégant gaufrage bordeaux et or. « Oh, celles-là sont arrivées hier », a-t-elle dit en prenant sa tasse de café. « Elles sont magnifiques, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête et ouvert l'enveloppe, sortant le faire-part. Mes yeux ont parcouru les détails, puis se sont arrêtés brusquement à la section listant les membres du cortège nuptial. Le témoin et les garçons d'honneur de Kyle étaient listés. La demoiselle d'honneur principale et les demoiselles d'honneur de Laura étaient listées. Mon nom ne se trouvait nulle part. « Maman, dis-je lentement, je ne suis pas dans le cortège. » Elle a semblé mal à l'aise, se concentrant intensément sur le fait de remuer son café. Laura a pensé qu'il serait mieux que tu puisses simplement profiter de la journée en tant qu'invité. Être dans le cortège est stressant, avec toutes les responsabilités et les photos. Une froide compréhension m'a envahi. Étais-tu au courant de ça ? Kyle l'a mentionné il y a quelques semaines, a-t-elle admis. Je supposais qu'il en avait discuté avec toi. J'ai conduit directement à l'appartement de Kyle, l'invitation serrée dans ma main. Quand il a ouvert la porte, son expression est immédiatement passée de l'accueil à la lassitude. « Pourquoi ne suis-je pas dans ton cortège nuptial » ai-je demandé sans préambule, en brandissant l'invitation. « Tu n'as même jamais eu de conversation avec moi à ce sujet. » Les yeux de Kyle ont filé derrière moi, probablement pour vérifier si quelqu'un pouvait nous entendre sur le palier. « Entre » a-t-il dit doucement. Une fois dans leur salon, l'explication de Kyle est sortie par fragments d'excuses faibles, le cortège devenait trop grand, Laura voulait de la symétrie sur les photos, ses amis avaient déjà acheté leur robe. Kyle, ai-je interrompu, il y a 3 mois, quand j'ai accepté d'aider pour le lieu, tu as dit que je serais une partie honorée de tout. Qu'est-ce qui a changé ? Il a baissé les yeux sur ses mains. Rien n'a changé. Tu es toujours importante pour nous. C'est juste que... Laura sent que tu pourrais essayer d'influencer les choses de trop près. Influencer les choses, ai-je répété. Tu veux dire le mariage que je paie en grande partie ? Est-il déraisonnable de s'attendre à une certaine implication ? Tu vois, c'est cette attitude,
a-t-il dit, avec un ton inhabituellement tranchant dans sa voix. Laura pense que tu nous reproches l'argent. La conversation s'est détériorée à partir de là. Chaque point que je soulevais était dévié ou rejeté. Quand j'ai mentionné notre relation étroite de toute une vie, Kyle a répondu que les gens grandissent et changent. Quand j'ai évoqué ma contribution financière, il m'a accusé d'être transactionnel sur les questions familiales. C'était comme se disputer avec un étranger portant le visage de mon frère. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents, espérant qu'ils pourraient aider Kyle à entendre raison. Leur réponse m'a laissé sans voix. Kimberly, a dit mon père, sa voix inhabituellement sévère, c'est le mariage de Kyle et Laura. C'est à eux de prendre les décisions, peu importe qui paie. Mais papa, il ne s'agit pas de contrôle. Il s'agit d'être incluse, d'être reconnue comme importante dans la vie de Kyle. Ma mère a interrompu. Ma chérie, Laura nous a confié à quel point tu as rendu ce processus difficile. Les suggestions constantes, la critique de ses choix. Quelle critique, ai-je demandé, sincèrement déconcerté. Quand ai-je jamais critiqué ses plans? Un lourd silence a suivi. Laura a dit que tu avais raconté aux gens qu'elle n'épousait Kyle que pour son héritage potentiel, que tu pensais que son goût était de mauvais goût, que tu avais honte qu'elle rejoigne la famille. J'étais stupéfaite. Je n'ai jamais dit aucune de ces choses. Jamais. Qui vous a dit ça? Laura nous a montré les textos, a répondu mon père. Quel texto? Je n'ai jamais envoyé de texto comme ça. Ma voix s'était élevée jusqu'à un cri, ce qui arrivait rarement. Un autre silence. Eh bien, a finalement dit ma mère, peut-être qu'il y a eu un malentendu, mais pour l'instant, l'important est de soutenir Kyle et Laura pendant cette période stressante. Peut-être que tu devrais prendre un peu de recul. Après avoir raccroché, je suis restée assise en état de choc sur mon canapé, essayant de comprendre ce qui se passait. Laura avait apparemment construit un récit sur moi, un faux récit, et ma famille l'avait accepté sans poser de questions. La pensée qu'il puisse croire que je puisse dire des choses aussi horribles sans même m'en parler d'abord était dévastatrice. J'ai complètement craqué quand Jason est rentré à la maison et m'a trouvée encore assise dans le noir. Entre deux sanglots, j'ai tout expliqué, l'invitation, la confrontation avec Kyle, la conversation déroutante avec mes parents. Jason m'a serré fort dans ses bras. Kim, je déteste dire ça, mais ce n'est pas une tension familiale normale. On dirait que Laura t'isole délibérément, et pour une raison quelconque, ta famille le permet. Mais pourquoi, ai-je demandé à travers mes larmes. Que ai-je fait pour mériter ça? La réponse de Jason a été douce mais directe. Parfois, ce n'est pas ce que tu as fait. Certaines personnes se sentent menacées par les relations fortes, ton lien avec Kyle, ta réussite financière, l'amour de tes parents pour toi. Laura pourrait voir tout cela comme de la compétition. Le lendemain matin, avec les encouragements de Jason, j'ai écrit un courriel sincère à toute ma famille. J'ai exprimé mes sentiments blessés mais aussi mon amour continu et mon désir de réparer les dommages qui avaient été causés. J'ai directement abordé les fausses accusations, déclarant clairement que je n'avais jamais rien dit de négatif sur Laura. J'ai terminé en disant que, quel que soit mon rôle dans le mariage, je voulais soutenir le bonheur de Kyle et maintenir nos liens familiaux. Les réponses, lorsqu'elles sont finalement arrivées, étaient froidement polies et remarquablement similaires dans leur ton. Ma mère espérait que nous pourrions surmonter ce désagrément. Mon père a suggéré que je prenne le temps de réfléchir à mes actions. Kyle a simplement écrit, je pense qu'il est préférable que nous prenions tous un peu de distance pour le moment. En regardant ces messages, une réalisation écrasante m'a submergé. L'amour et la loyauté de ma famille avaient été entièrement redirigés. La seule chose qu'ils voulaient encore de moi, c'était mon argent. Dans la semaine qui a suivi ces froides réponses par courriel, j'ai essayé de comprendre ce qui arrivait à ma famille. Je fluctuais entre la colère, le deuil et l'incrédulité. Comment des décennies d'amour et de connexion pouvaient-elles être si facilement rompues? Dans les moments de lucidité, je me rappelais que, malgré ma blessure personnelle, Kyle était toujours mon frère. Malgré tout, je voulais une certaine représentation à son mariage, une reconnaissance de notre histoire commune. J'ai soigneusement choisi un cadeau de mariage, un cadre photo en argent artisanal gravé de la devise de notre enfance à Kyle et moi, frères et sœurs par hasard, amis par choix. À l'intérieur, j'ai placé une photo de nous lors de sa remise de diplôme, les bras l'un autour de l'autre, rayonnant d'une joie partagée. Je l'ai magnifiquement emballé, j'ai écrit une carte sincère et je l'ai mis de côté pour le jour du mariage qui approchait rapidement. 3 jours avant la cérémonie,
j'ai réalisé que certains détails logistiques n'étaient pas clairs pour moi. L'invitation ne précisait pas les heures d'arrivée exactes pour les membres de la famille, et personne ne m'avait communiqué de rassemblements familiaux avant le mariage. J'ai composé un texto léger et pratique au groupe de discussion familiale, j'ai hâte d'être à samedi. À quelle heure dois-je arriver pour les photos de famille avant la cérémonie? 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. En ouvrant le message, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Là, dans notre groupe de discussion familiale incluant mes parents, Kyle et Laura, se trouvait un message de ma mère, « Tu n'es pas invité. Laura ne veut pas de toi là-bas. » Je fixais l'écran, sans comprendre. Pas invité au mariage de mon unique frère? Le mariage pour lequel j'avais contribué à hauteur de 25 000 $? J'ai immédiatement appelé ma mère, puis mon père, puis Kyle. Tous sont allés directement sur la messagerie vocale. J'ai envoyé des textos individuels, est-ce une erreur? S'il vous plaît, appelez-moi. Aucune réponse. Quand Jason est rentré du travail, il m'a trouvé assise à notre table de cuisine, fixant toujours mon téléphone. Mon visage était rigide, comme un masque. Je n'avais pas pleuré, je me sentais au-delà des larmes, dans un territoire engourdi que je n'avais jamais connu auparavant. Kim s'est approché Jason prudemment, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tendu silencieusement mon téléphone. Son expression est passée de la confusion au choc en lisant le message. Ce n'est pas possible, a-t-il marmonné, puis il a levé les yeux vers moi. Ont-ils répondu à autre chose? J'ai secoué la tête. Rien. C'est comme s'ils m'avaient tous bloqué. Jason m'a prise dans ses bras, et c'est seulement à ce moment-là que les larmes sont venues, des sanglots violents, qui secouaient mon corps et semblaient arrachés du plus profond de moi. J'ai pleuré pour le frère que j'avais perdu, pour la famille qui m'avait abandonné, pour les 25 000 $ qui semblaient maintenant être le paiement de ma propre exclusion. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer chaque interaction avec Laura depuis qu'elle était entrée dans nos vies, cherchant des signes avant-coureurs que j'aurais pu manquer, la façon dont elle sapait subtilement mes réussites dans les conversations familiales, comment elle détournait l'attention chaque fois que je parlais, les commentaires étranges sur mon appartement qui étaient, tellement axés sur la carrière, et, pas très chaleureux. Chaque souvenir apparaissait maintenant sous un jour nouveau et sinistre. Le lendemain matin, mon amie d'université, Rebecca, a appelé. Sa voix était hésitante. Kim, je ne sais pas si je devrais te dire ça, mais j'ai rencontré Melissa de ta ville natale hier. Melissa était une amie de longue date de la famille qui nous connaissait depuis l'enfance. Selon Rebecca, elle venait de recevoir son invitation de mariage et était confuse au sujet de certaines histoires que Laura racontait aux invités. Apparemment, Laura prétendait que j'avais essayé de prendre le contrôle de l'organisation du mariage, que j'avais insulté la famille de Laura et que j'avais menacé de retirer mon soutien financier à moins que certaines exigences ne soient satisfaites. Melissa n'y a pas cru, m'a assuré Rebecca. Elle te connaît trop bien. Mais elle a pensé que tu devrais savoir ce que Laura dit de toi. La trahison s'est étendue au-delà de la famille pour inclure ma réputation dans ma ville natale. Laura ne se contentait pas de m'exclure, elle détruisait systématiquement mon image auprès de personnes qui me connaissaient depuis toujours. J'ai senti quelque chose se briser en moi, le dernier fil d'espoir que tout cela n'était qu'un malentendu qui pouvait être résolu. Ma famille ne m'avait pas seulement exclu, ils avaient permis à Laura de me diffamer, de réécrire qui j'étais dans leur récit. Et ils l'avaient fait après avoir pris mon argent, de l'argent qui représentait des années de travail acharné et de sacrifice. Le jour du mariage est venu et est passé. Je l'ai passé avec Jason dans un chalet au bord d'un lac, mon téléphone éteint, incapable de supporter l'idée de voir des publications sur les réseaux sociaux ou de recevoir des messages d'amis bien intentionnés. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone 2 jours plus tard, il n'y avait aucun message de ma famille, pas une seule demande de nouvelles de mon absence, pas un mot d'explication ou de regret. Le silence était la confirmation finale, la famille que j'avais connue et aimée pendant 34 ans n'existait plus pour moi. Les semaines qui ont suivi le mariage ont été les plus sombres de ma vie. Je traversais mes journées comme un fantôme, faisant les choses machinalement au travail mais me sentant déconnecté de tout ce qui m'entourait. La nourriture avait perdu son goût. Le sommeil venait par courtes périodes agitées, ponctuées de rêves vifs de réunions de famille où personne ne pouvait me voir ni m'entendre. J'ai refusé les invitations d'amis, incapable d'expliquer ce qui s'était passé sans m'effondrer. Jason a observé ce déclin avec une inquiétude croissante. Un soir, il s'est assis à côté de moi sur le canapé où je fixais un livre d'un air absent depuis plus d'1 heure, sans tourner une seule page. Kim, je pense que tu devrais parler à un professionnel de ça,
a-t-il dit doucement. Ce que ta famille a fait, c'est traumatisant. Tu n'as pas à traverser ça seul. Ma première réaction a été de la résistance. La thérapie semblait être un aveu que quelque chose n'allait pas avec moi, et non avec la situation. Mais alors qu'une autre nuit blanche s'étendait devant moi, j'ai réalisé que Jason avait raison. Je me noyais dans le chagrin et j'avais besoin d'aide pour retrouver le chemin de la rive. Ma première séance de thérapie avec le docteur Mitchell a été maladroite et pleine de larmes. J'ai balbutié l'histoire, toujours incapable de comprendre à quelle vitesse et à quel point ma famille s'était retournée contre moi. Le docteur Mitchell a écouté attentivement, posant de temps en temps des questions de clarification. Vers la fin de la séance, elle a dit quelque chose qui a arrêté mes pensées en boucle. Kimberly, ce que vous décrivez ressemble à une campagne coordonnée d'aliénation, probablement initiée par Laura mais permise par votre famille. Ce n'est pas une tension familiale normale ni le stress d'un mariage. C'est de la manipulation émotionnelle à un niveau troublant. Ces mots ont donné une structure au chaos que je ressentais. Ce n'était pas mon imagination. Ce n'était pas ma faute. Quelque chose de véritablement toxique avait infiltré mon système familial, et j'en étais devenu la cible. Au cours des séances suivantes, le docteur Mitchell m'a aidé à comprendre que je pleurais non seulement la perte de ma place dans ma famille, mais aussi la perte de ce que je pensais être ma famille. Les parents qui m'avaient élevé pour valoriser l'honnêteté et la loyauté avaient trahi ces mêmes principes. Le frère qui avait été mon plus proche allié m'avait abandonné pour sa nouvelle loyauté envers Laura. Vous faites le deuil de la famille que vous pensiez avoir, a expliqué le docteur Mitchell. C'est une perte profonde, et elle mérite d'être honorée. 4 semaines après le mariage, j'ai fait l'erreur de consulter Instagram. L'algorithme, ignorant ma situation familiale, affichait en bonne place des photos du mariage de Kyle et Laura. Le lieu était encore plus magnifique que je ne l'avais imaginé, des guirlandes lumineuses éclairant le manoir historique, des arrangements floraux en cascade sur les escaliers en pierre, un gâteau à 7 étages qui a dû coûter des milliers de dollars, tout cela rendu possible par ma contribution. Sur une photo, mes parents se tenaient fièrement à côté du couple, rayonnant de joie. La légende disait, tellement reconnaissant pour la journée parfaite avec notre famille parfaite. L'exclusion était complète. J'avais été effacé non seulement de l'événement, mais aussi du concept même de « famille ». Cette nuit-là, je me suis de nouveau effondré, la blessure rouverte et du sel généreusement versé dedans. Jason m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais, murmurant des réconforts qui sonnaient creux face à l'ampleur de la trahison. Le lendemain, j'ai reçu un appel inattendu de la sœur de ma mère, ma tante Sarah. Nous avions toujours été proches, mais elle vivait en Arizona et n'était pas souvent impliquée dans les événements familiaux chez nous. « Kimberly, je viens d'apprendre ce qui s'est passé avec le mariage », a-t-elle dit sans préambule. Je n'arrivais pas à le croire quand mon amie Donna m'a dit que tu n'étais pas là. Que se passe-t-il? Le barrage a cédé alors que je lui racontais tout, l'argent, l'exclusion, le texto, le silence qui a suivi. À ma grande surprise, tante Sarah n'a pas semblé choquée. Je déteste dire ça, a-t-elle dit quand j'ai eu fini, mais Laura a fait quelque chose de similaire avec l'ami de Kyle, Marcus, l'année dernière. Tu te souviens de son ami d'enfance qui a soudainement cessé de venir? Laura a convaincu Kyle que Marcus lui avait fait des avances lors d'une fête. Marcus a tout nié, mais Kyle a choisi de croire Laura. J'ai trouvé ça étrange à l'époque, mais maintenant je vois un schéma. Une froide clarté m'a envahi. Elle l'isole, ai-je dit doucement. C'est ce que font certains types de personnes manipulatrices, a confirmé tante Sarah. Elles coupent systématiquement leurs partenaires de leur système de soutien, en particulier de ceux qui pourraient voir clair dans leur manipulation. Le fait que tu sois forte, que tu aies du succès et que tu aies un lien étroit avec Kyle a probablement fait de toi la cible numéro 1. Notre conversation s'est poursuivie pendant plus de 2 heures. Tante Sarah a promis d'essayer de parler à mes parents, bien qu'elle ne soit pas optimiste quant à leur faire changer d'avis immédiatement. Ils sont sous son charme en ce moment, a-t-elle dit. Il faudra peut-être du temps pour qu'ils voient ce qui se passe. Cette conversation avec tante Sarah a été la première fissure dans l'obscurité qui m'entourait. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas seul. Quelqu'un dans ma famille me voyait encore clairement. Au travail, mes performances avaient sensiblement baissé. Ma patronne, Nathalie, m'a appelé dans son bureau un matin. Je m'attendais à une réprimande, mais j'ai trouvé à la place de la compassion. Kim, tu as toujours été l'un de nos meilleurs éléments, a-t-elle dit, mais quelque chose ne va manifestement pas. Tu n'es pas obligé de me dire ce que c'est,
mais je veux que tu saches que nous t'apprécions et que nous voulons te soutenir à travers cette épreuve. » Sa gentillesse a brisé une autre couche de mon isolement. Je me suis retrouvé à lui raconter une version simplifiée de ce qui s'était passé. Au lieu de jugement, elle m'a offert un soutien pratique, des délais ajustés, la possibilité de travailler à domicile certains jours, et le programme d'aide aux employés de l'entreprise pour un soutien psychologique supplémentaire. Alors que mai se transformait en juin, j'ai pris la difficile décision de bloquer ma famille immédiate sur les réseaux sociaux. Chaque publication, chaque aperçu de leur vie continue sans moi, était comme appuyé sur un bleu. Le docteur Mitchell a soutenu cette décision comme une forme d'autoprotection, pas de punition. Les limites ne sont pas des murs, a-t-elle expliqué. Ce sont des clôtures avec des portails que vous contrôlez. En ce moment, vous devez fermer le portail pour guérir. Plus tard, vous pourrez choisir de l'ouvrir à nouveau, mais ce sera votre décision, quand vous serez plus forte. Jason a suggéré un week-end dans la péninsule supérieure du Michigan, un endroit que j'avais toujours voulu visiter mais pour lequel je n'avais jamais trouvé le temps. Loin de la ville, entouré par la tranquillité ancienne du lac supérieur, j'ai ressenti les premiers frémissements de paix. En regardant le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et de rose brillant, j'ai réalisé que la beauté existait toujours dans le monde, indépendamment des actions de ma famille. La douleur n'effaçait pas la possibilité de la joie, elle ne faisait que l'obscurcir temporairement. Je ne sais pas qui je suis sans eux, ai-je avoué à Jason alors que nous étions assis sur le rivage rocheux. J'ai toujours été la sœur de Kyle, la fille de Robert et Janet. Même mon ambition visait en partie à les rendre fiers. Qui suis-je maintenant? Jason m'a pris la main. Tu es Kimberly. Tu es compatissante, brillante, résiliente et aimée. Ta famille a contribué à te façonner, mais elle ne te définit pas. C'est peut-être ta chance de découvrir qui tu es en dehors de ces rôles. Alors que l'eau clapotait doucement contre le rivage, j'ai senti quelque chose changer en moi, pas une guérison, exactement, mais la possibilité de celle-ci, une petite graine de force prenant racine dans le paysage dévasté de mon cœur. 6 mois après le mariage auquel je n'ai jamais assisté, l'automne est arrivé avec un air vif et de nouveaux départs. Mon appartement, autrefois rempli de photos de famille qui me causaient de la peine, affichait maintenant des œuvres d'art que j'aimais, des souvenirs de week-end avec Jason, et des photos avec des amis qui avaient prouvé leur loyauté pendant mes jours les plus sombres. J'avais établi de nouvelles traditions pour remplacer les rituels familiaux qui étaient maintenant perdus pour moi. Les dimanches matins, autrefois réservés aux appels avec mes parents, sont devenus mon temps pour le yoga et la tenue d'un journal. Les projets de Thanksgiving impliquaient un repas partage entre amis plutôt qu'un voyage au Michigan. Ces changements n'étaient pas des remplacements pour ce que j'avais perdu, mais plutôt les fondations d'une nouvelle vie structurée autour de connexions authentiques. Un matin pluvieux d'octobre, un courriel inattendu de Kyle est arrivé. Mon cœur s'est emballé en cliquant pour l'ouvrir, ne sachant pas si je devais m'attendre à plus de cruauté ou à toute autre chose. Kim, commençait-il. Je ne sais pas si tu liras ceci, et je ne t'en voudrais pas si tu le supprimais immédiatement. Ce qui s'est passé avant et pendant mon mariage était impardonnable. J'ai laissé Laura me convaincre que tu essayais de tout contrôler, que ton aide financière était assortie de conditions. Je l'ai cru quand elle m'a montré des preuves de choses que tu aurais dites à son sujet. C'était plus facile d'accepter sa version que de la remettre en question, surtout quand maman et papa ont pris son parti aussi. Je n'écris pas pour demander pardon ou pour trouver des excuses. J'écris parce que tu mérites de savoir que je regrette ce qui s'est passé chaque jour. Le frère que tu connaissais ne t'aurait jamais traité de cette façon. Je me suis perdu en cours de route, et dans le processus, j'ai perdu la relation la plus importante de ma vie. Je suis tellement désolé, Kim. J'ai lu le courriel plusieurs fois, les émotions tourbillonnant, la colère, la justification, un murmure de soulagement que Kyle ait entrevu la vérité, et une blessure persistante qui me transperçait jusqu'à l'os. Après avoir consulté le docteur Mitchell, j'ai rédigé une réponse mesurée. Kyle, merci pour ton courriel. Je ne prétendrai pas que tes mots effacent la douleur d'avoir été exclu de ton mariage après avoir contribué à hauteur de $25 000 pour le rendre possible, ou l'humiliation d'avoir été informé par texto que je n'étais pas la bienvenue. Ce qui s'est passé n'était pas seulement blessant, c'était cruel d'une manière que je n'aurais jamais imaginé que ma famille puisse l'être. J'apprécie ta reconnaissance de ce qui s'est passé. En ce moment, je me concentre sur la guérison et la reconstruction de ma vie. Je ne suis pas prête pour la réconciliation, mais je suis heureuse de savoir que tu reconnais le tort qui a été fait. J'espère que tu prends soin de toi. Kim. Sa réponse est venue rapidement,
me remerciant d'avoir même lu son message et respectant mes limites. Presque après coup, il a mentionné que les choses avaient été compliquées dernièrement, car Laura avait commencé à exprimer des inquiétudes concernant son amitié étroite avec son témoin, suggérant que leur relation était inappropriée. Le schéma se poursuivait. Les mêmes tactiques d'isolement qui avaient fonctionné pour me séparer de Kyle étaient maintenant déployées contre ses amis. Une partie de moi se sentait justifiée, mais une plus grande partie se sentait simplement triste. La dynamique de contrôle que j'avais entrevue se resserrait autour de mon frère comme un nœud coulant. Financièrement, j'avais lentement commencé à me remettre de la perte importante. Ma promotion s'était accompagnée d'une augmentation de salaire, et j'avais mis en place un plan d'épargne strict pour reconstituer mes fonds épuisés. Chaque dépôt sur mon compte d'épargne ressemblait à la récupération d'une partie de moi-même, un rappel que je pouvais me remettre de ce revers. Le docteur Mitchell m'a aidé à cadrer ce qui s'est passé en termes de relations par opposition aux transactions. Le véritable amour, que ce soit entre les membres d'une famille, des amis ou des partenaires, est donné librement, sans attente de retour, a-t-elle expliqué. Ce à quoi votre famille a participé était transactionnel. Ils ont pris votre contribution financière mais ont retiré leur amour lorsque vous ne vous êtes pas conformé aux attentes de Laura. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les relations saines. Ce cadre m'a aidé à reconnaître la différence entre les connexions authentiques et les connexions conditionnelles. J'ai commencé à évaluer toutes mes relations à travers ce prisme, renforçant les liens avec les amis qui avaient démontré un soutien inconditionnel et créant une saine distance avec ceux dont l'affection semblait dépendre de ce que je pouvais leur fournir. En novembre, tante Sarah est venue à Chicago, et nous avons passé un week-end à rattraper le temps perdu. Elle a apporté des nouvelles de la famille élargie et des cousins, des oncles et des tantes à qui on avait raconté diverses histoires sur mon absence au mariage mais qui avaient leurs doutes. Plusieurs membres de la famille m'ont contacté depuis que j'ai commencé à poser des questions, a-t-elle expliqué lors d'un brunch. Ils sentaient que quelque chose n'allait pas dans le récit que Laura tissait, mais ils ne savaient pas comment te contacter directement. Grâce à tante Sarah, j'ai renoué avec des parents qui avaient fait partie de mon enfance mais qui s'étaient éloignés pendant les années Laura. Ma cousine Rachel m'a invité au récital de ballet de sa fille. Mon oncle Jim m'a envoyé ses vœux d'anniversaire pour la première fois depuis des années. Ces petites reconnexions m'ont rappelé que la famille s'étendait au-delà de l'unité nucléaire qui m'avait rejeté. Un soir de décembre enneigé, Jason et moi sommes rentrés d'un concert à notre appartement. Alors que je suspendais mon manteau, il semblait inhabituellement nerveux, tripotant quelque chose dans sa poche. « Kim » a-t-il dit doucement, cette dernière année m'a montré quelque chose d'important. Quand tout dans ton monde s'effondrait, tu ne t'es pas brisé. Tu as plié, tu as souffert, tu t'es interrogé, mais finalement, tu as trouvé la force de te reconstruire. Ce genre de résilience est rare et précieux. Il s'est agenouillé sur un genou, sortant une petite boîte en velours. Je ne veux pas remplacer la famille que tu as perdue. Je veux être la famille que tu choisis. Le début de quelque chose de nouveau, de sain et de fort. Veux-tu m'épouser? Des larmes ont rempli mes yeux, non pas les larmes brisées du début de l'année, mais des larmes de reconnaissance que même des profondeurs de la trahison, de nouveaux départs pouvaient émerger. Oui, ai-je murmuré. Absolument, oui. Alors que l'hiver se transformait en printemps, j'ai continué la thérapie, non pas parce que j'étais brisé mais parce que j'étais engagé dans ma croissance. Le docteur Mitchell m'a aidé à reconnaître que la douleur que j'avais ressentie m'avait transformé de manière inattendue. J'étais plus perspicace quant aux personnes que j'autorisais dans mon cercle intime, plus affirmé quant à mes limites, plus reconnaissante des connexions authentiques. Vous avez appris par le feu ce que beaucoup de gens n'apprennent jamais, m'a-t-elle dit lors d'une de nos séances. Vous avez appris que l'amour sans respect n'est pas du tout de l'amour, que la famille est définie par la façon dont les gens vous traitent, pas seulement par le sang, que votre valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à la voir. Ces leçons, bien que brutalement acquises, étaient devenues une sagesse que je portais en avant. Je ne confondais plus le sacrifice de soi avec l'amour ou le silence avec la paix. J'avais appris que parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de vous éloigner des gens qui ne peuvent pas vous valoriser correctement, même lorsque ces personnes sont votre famille. La leçon la plus profonde concernait le pardon, non pas le genre qui invite à plus de mal, mais le genre qui vous libère du poids des actions des autres. Je n'étais pas prête à pardonner à ma famille, mais j'avais cessé de permettre à leur trahison de définir mon présent ou de déterminer mon avenir. Au premier anniversaire de ce message texte dévastateur, j'ai écrit une lettre à moi-même que je n'avais pas l'intention d'envoyer à qui que ce soit. Dedans, j'ai reconnu la douleur, la croissance, la perte et les gains inattendus.
j'ai terminé avec des mots qui ressemblaient à une porte se fermant sur un chapitre et s'ouvrant sur un autre. La famille qui m'a élevé m'a enseigné la loyauté jusqu'à ce qu'ils l'abandonnent. Ils m'ont enseigné l'amour inconditionnel jusqu'à ce qu'ils mettent des conditions aux leurs. Ils m'ont enseigné l'honnêteté jusqu'à ce qu'ils embrassent les mensonges. Le plus grand cadeau que je puisse me faire maintenant est d'honorer ces enseignements originaux, même quand ils ne le pouvaient pas, être loyal à ma propre valeur, m'aimer inconditionnellement, embrasser la vérité même quand elle fait mal. Ce faisant, je deviens non seulement une survivante de la trahison, mais une créatrice d'un nouvel héritage, un héritage construit sur une connexion authentique plutôt que sur l'obligation ou le sang. En scellant cette lettre dans une enveloppe, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement. La blessure ferait toujours partie de mon histoire, mais elle ne me définissait plus. J'avais appris que la famille, la vraie famille, est quelque chose que l'on peut perdre, trouver et créer, tout au long d'une vie. Et cette connaissance, bien que douloureusement acquise, était un cadeau que je porterais en avant dans tout ce qui viendrait ensuite. Avez-vous déjà vécu une trahison de la part de quelqu'un en qui vous aviez une confiance totale? Comment avez-vous reconstruit votre vie par la suite? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si mon histoire a résonné en vous, de vous abonner pour entendre d'autres expériences de la vie réelle, et de partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de savoir qu'il n'est pas seul dans les difficultés familiales. Souvenez-vous, parfois la famille que nous choisissons devient plus importante que la famille dans laquelle nous sommes nés. Merci de m'avoir écouté, et je vous souhaite la force de fixer des limites qui protègent votre paix.